Bon, pendant que ces choses se règlent, je vais commencer d'abord en remerciant évidemment les organisateurs de ce festival pour leur invitation et en remerciant Madame Bigot pour cette présentation qui me fait gagner 2 ou 3 minutes puisque j'avais l'intention de vous dire comment j'avais rencontré cette figure de Gype qui est probablement peu connue de la plupart d'entre vous, et c'est bien normal. Et en effet, c'est une rencontre qui s'est faite par le biais d'un certain nombre de travaux sur Maurice Barrès. Ceci étant, lorsqu'on travaille sur la fin du XIXe siècle, on rencontre Gype. Il est presque impossible de ne pas la rencontrer, alors que de son œuvre, aujourd'hui, ne reste probablement... Alors... cette fois, je suis allé trop loin. Alors que de son œuvre, ne reste probablement qu'un seul titre, donc Le mariage de Chiffon, qui, à ma connaissance, est la seule œuvre de Gype qui a eu l'honneur d'être reprise dans une collection Bon Marché, le livre de poche, en 1974, mais à ma connaissance jamais réimprimée depuis, et dont ont été tirées 2 adaptations audiovisuelles, un film de Claude Autant-Lara une dizaine d'années après la mort de Gype, et un téléfilm qui a été diffusé il y a une dizaine d'années. Donc voilà, il reste ce titre, et presque seulement ce titre, alors que Gype a publié environ 120 romans, c'est tout de même quelque chose, dans l'ensemble de sa carrière littéraire qui débute au début des années 1880 et qui se poursuivra quasiment jusqu'à l'année de sa mort, puisque le dernier titre qu'elle publiera sera publié en 1930. Elle est alors une des femmes ou un des hommes, on y reviendra, de lettres les plus célèbres de son époque. Elle figure, et c'est l'image que vous avez sous les yeux, dans la collection des vignettes publicitaires Félix Potin, qui rassemblait un certain nombre de célébrités. Et, sauf erreur de ma part, il n'y a que 2 femmes de lettres dans l'ensemble de ces vignettes, Gype d'une part, et, on en parlera dans un instant, Séverine d'autre part. Et donc voilà la vignette publicitaire qui représente Gype avec la petite notice bibliographique et biographique qui lui était associée. Alors, dans ces conditions, évidemment, la question qui se pose, c'est la même finalement que nous nous posons tous aujourd'hui, et de savoir pourquoi cette femme de lettres a été aussi célèbre, aussi connue, a gagné pas mal d'argent aussi, et pourquoi elle a totalement disparu de l'horizon de nos lectures, étant entendu qu'il y a quand même les années du succès Gype, c'est de 1885 à 1900, et le succès se tarit par la suite. Gype commence à être oublié de son vivant et devient anachronique de son vivant. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous présenter, et je vous laisse les lire, quelques repères ou jalons biographiques autour de Gype, et je vais les commenter autour de 2 ou 3 points qui me paraissent importants. Alors d'abord, elle est née Gabrielle Sibylle Richetti de Mirabeau, ça n'est pas rien. Elle est descendante des 2 Mirabeau, membres du tiers-État au moment de la Révolution française. Elle est extrêmement fière de cette ascendance. Les grands salons parisiens, évidemment, lui sont ouverts pour cette raison-là. Mais il y a une catastrophe. C'est qu'elle est la dernière descendante des Mirabeau. Elle n'a pas de frère et elle n'a pas de cousin. Elle est la dernière à porter ce nom, et pour elle, c'est une première idée du malheur d'être femme, c'est de ne pas pouvoir transmettre, ce qu'elle cherchera à faire de diverses manières, en rachetant le château de Mirabeau, qui était le château de ses ancêtres, et en essayant de le restaurer, et puis en essayant, par des démarches juridiques, d'autoriser ses enfants à porter le nom de Mirabeau, et ces demandes seront rejetées par la justice. Deuxième élément, donc, malheur d'être femme. Le deuxième élément, c'est qu'elle va recevoir, un petit peu comme Rachilde, une éducation, j'ai envie de dire, virilisante.
D'une part, alors elle va porter le costume masculin jusqu'à une dizaine d'années. Elle est éduquée à ce moment-là par son père, qui est militaire. Elle sera, après la mort de son père, éduquée par son grand-père maternel, lui-même ancien officier de la Grande Armée. Et ils vont la former à des pratiques qui sont des pratiques d'exercice physique, alors parfois masculin ou féminin, comme l'équitation, qu'elle montait en Amazone, mais elle va développer un rapport à son corps, qui est un corps fort, qui est un corps musclé, tout à fait singulier, me semble-t-il. Alors, elle ne pratiquera pas véritablement, régulièrement, en tout cas, le travesti, mais elle sera une militante anti-corset et elle-même aura des manières de se vêtir qui paraissent... Elle a envie d'être bien dans ses vêtements, d'être, on dirait, casual aujourd'hui, et ça passe évidemment à l'époque pour être parfaitement une manière de se vêtir excentrique. Surtout qu'apparemment, c'était à peu près toujours la même robe qu'elle faisait refaire, elle était toujours habillée de la même manière, avec un bonnet qui n'est pas, vous le verrez tout à l'heure, qui n'était pas très élégant. Le dernier point, c'est qu'elle a donc un rapport complexe à son identité sociale, un rapport complexe à son identité de femme, ce qui va impliquer des choix de signature très, très étranges. Elle va d'abord vouloir ne pas être confondue avec celle dont elle prend le pseudonyme, ou avec celui dont elle prend le pseudonyme, avec Gype. Alors vous avez ici une carte de visite que je trouve tout à fait intéressante. Donc elle s'est mariée, elle s'appelle Comtesse de Martel. C'est une carte d'invitation. La Comtesse de Martel et Gype. Elle fait très très clairement la différence entre sa personne privée, Comtesse de Martel, née Riquetti de Mirabeau, et le pseudonyme sur lequel je vais revenir, qu'elle va prendre. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il y a déjà une complexité de nomination, d'identité sociale à travers ce nom, surtout que parfois elle fera rajouter Comtesse de Martel-Mirabeau, etc. Par ailleurs, du côté de sa vie publique, elle va choisir 2 pseudonymes pour les 2 éléments de sa carrière. Le premier pseudonyme... En fait, c'est pas le premier, mais c'est pas grave. Le premier dont je vais vous parler. Le premier pseudonyme, c'est celui qu'elle va utiliser à partir du nom d'un de ses personnages, Bob, pour signer une part de sa carrière, qui est une part de sa carrière d'illustratrice et de caricaturiste. Et donc, elle va signer tous ses dessins. Elle va les signer du nom de Bob. Et ces fameux 120 romans, donc je ne vais pas les évoquer un par un, rassurez-vous. Ces fameux 120 romans, elle va en revanche les signer du nom de Gype, dont l'origine est assez mystérieuse. Le plus souvent, on dit que c'est une contraction de ces 2 prénoms, Gabriel et Sibylle, je veux bien, mais je ne trouve pas le P. Mais bon, passons, elle ne s'est jamais expliquée sur le choix de ce pseudonyme, alors ce qui donne parfois des choses amusantes et des choses assez étranges, comme ce volume qui s'appelle Les gens chics, qui est donc signé Gype et illustré par Bob. Étant entendu, évidemment, que Gype et Bob sont très exactement la comtesse de Martel, Riquetti de Mirabeau. Donc là, il y a toutes sortes de jeux, toutes sortes de complexités. Donc elle a donc un rapport finalement assez complexe à ses activités de femme de lettres, parce que Bob, c'est un pseudonyme masculin, de toute évidence. Bob, dans son œuvre, c'est un petit garçon, et qu'elle a toujours dit que Gype était un homme de lettres, et qu'elle a toujours dit que lorsqu'on parlait de Gype, il fallait pronominaliser au masculin. Gype, il a écrit un bon ou un mauvais roman. Pourquoi choisit-elle le pseudonyme ? Alors, on a eu des remarques sur ce phénomène, sur le choix du pseudonyme et du pseudonyme masculin par les femmes ce matin. Il me semble qu'elle, c'est plutôt un préjugé aristocratique. Elle va écrire pour satisfaire à des besoins d'argent. La famille est ruinée à la suite du krach de l'Union générale en 1883. Elle entre en littérature juste après, et c'est une déchéance pour la grande aristocrate qu'elle est que de devoir travailler pour vivre, que de devoir écrire pour vivre. Donc d'abord, c'est tout à fait caché que Gype, c'est Madame de Martel. Et évidemment, le secret va être éventé relativement rapidement. Et par ailleurs, il est tout à fait clair qu'elle ne prétendait pas, alors elle voulait être homme de lettres, mais elle ne se prétendait pas écrivain, et elle n'avait absolument aucune illusion sur la valeur qui pouvait être attachée à son œuvre, de sorte que dans le fond, elle avait parfaitement prédit cette disparition de l'horizon des lectures de laquelle je suis parti. De ce point de vue, l'écriture, le dessin ont été pour Gype des moyens de s'arracher
à sa condition féminine, de véhiculer des idées, de défendre des positionnements politiques et des idées qui sont finalement des idées héritées. Elle se situe dans le champ le plus réactionnaire et le plus conservateur du domaine politique de l'époque. Elle se dit bonapartiste et admiratrice de Napoléon Ier. Vous avez ici une carte postale sur laquelle vous avez une mention manuscrite de Gipe, « Vive l'empereur » signé Gipe, et elle militera sous son pseudonyme de Gipe et fera des dessins signés Bob pour soutenir les grands représentants de renversement de la République ou d'une République qui soit une République autoritaire, tour à tour le général Boulanger, le marquis de Morès, dont elle avait un buste sur son bureau de travail, et aussi Paul Déroulède. Alors, qu'en est-il de l'œuvre de Gipe ? Je voudrais essayer d'en isoler quelques traits qui font comprendre à la fois pourquoi ça a été si important à un moment et pourquoi ça a disparu à un autre, et je vais le faire avec une paresse, c'est-à-dire avec beaucoup de paresse, c'est-à-dire en partant d'une simple analyse de titre, puisque là, encore une fois, 120 romans, c'est beaucoup à analyser, surtout en 20 minutes. Je voudrais isoler à ce propos donc deux veines d'écriture chez Gipe. Alors, tout d'abord, ce qui est frappant quand on regarde les romans et les titres des romans, ce sont des romans qui mettent en scène, en position d'héroïne, des personnages qui sont des personnages féminins. Ce sont des romans qui donnent le rôle principal à des femmes, de préférence des jeunes filles à la veille du mariage, des femmes qui sont jeunes mariées, toutes d'origine aristocratique et d'une aristocratie plus ou moins désargentée. De ce point de vue, tous les personnages de Gipe se ressemblent énormément, personnages qui sont partagés entre la volonté de trouver l'amour, une certaine forme d'épanouissement, et puis, comme les familles sont désargentées, la nécessité de faire ce qu'on appelait un beau mariage et de trouver une belle dot. La deuxième chose qui me frappe, c'est que ce sont des personnages qui sont privés d'identité sociale. Il n'y a pas de Madame Bovary, il n'y a pas de Manette Salomon. Elles n'ont pas de nom de famille. Elles n'ont que des prénoms. Et la plupart de ces prénoms, ou un certain nombre de ces prénoms, sont placés sous le signe du diminutif. La Ginguette, Napoléonnette, Martinette, etc. Et il me semble que ces diminutifs, ils ont à la fois une valeur hypocristique, c'est-à-dire qu'elle les aime bien, c'est affectif, mais d'un autre côté, le diminutif signale ici la condition diminuée de la femme dans la société de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'elle en fait de ces personnages ? Encore une fois, la plupart se ressemblent tous. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle en fait des romans qu'on peut appeler des romans sentimentaux, des romans à intrigue facile. Vous voyez les titres, une passionnette, on est toujours dans le « het », une passionnette, mariage de chiffon, cœur d'Ariane, bonheur de Ginette, et etc. Non, mais je crois que c'est vrai. Et donc, ce sont des intrigues extrêmement faciles autour d'une thématique affective et amoureuse et totalement dépourvues de la moindre originalité, ce qui fait que ces romans vont très rapidement passer du côté des collections bon marché et des collections populaires de l'époque, faire aussi l'objet d'illustrations, alors parfois assez précieuses et magnifiques, et parfois d'illustrations tout à fait banales. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la tension qu'il y a dans l'œuvre de Gipe entre la volonté de donner le rôle principal à la femme et en même temps la montrer comme une femme objet. Elle est sujet d'une quête narrative et en même temps elle est objet dans un monde d'hommes, ce qui amène à des négociations en termes d'intrigue, de compromis, et en général, comme pas toujours d'ailleurs dans le roman sentimental, ça se termine mal. Nous avons des suicidés, nous avons des femmes qui chutent dans la morphinomanie, des célibataires malheureuses et des vieilles filles, enfin des choses absolument épouvantables qu'on ne souhaite à personne. La deuxième veine des romans de Gipe, c'est ce que j'appellerais des romans d'actualité. Et ceci est peut-être plus original dans une certaine mesure. Des romans d'actualité, c'est-à-dire des romans qu'elle va écrire autour de petits faits divers, potins mondains,
et parfois de faits plus importants. Alors quand il s'agit des petits faits et des potins mondains, ces romans ont été totalement oubliés, puisque nous avons oublié le fait qui les a, l'événement qui les a nourris, mais elle va, dans un certain nombre de cas, s'intéresser à des événements qui restent pour nous des événements importants, scandale de Panama, affaire Dreyfus, et c'est moins connu, guerre de 1914-1918, l'affaire Dreyfus qui va donner la naissance sous sa plume de 5 ou 6 sur ces 120 romans, 5 ou 6 romans qui sont des romans violemment anti-dreyfusards et très violemment antisémites. Dans ces romans de guerre, là aussi, elle adopte des positions extrêmement conservatrices. Ce sont des romans qui sont des romans jusqu'au boutiste, comme on disait à l'époque, où elle dénonce les profiteurs de guerre, où elle dénonce les pacifistes et où elle dénonce les embusqués. Alors là, maintenant, on est dans les suffixes en art, les flanchards, les profitards et des choses de cet ordre-là. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand ces deux veines se croisent. Je pense à un roman comme Autour du divorce, qui est un roman à la fois d'actualité parce que c'est un roman qui discute des conditions faites aux femmes pour divorcer par la loi Naquet, et qui en même temps est un roman sentimental. L'intrigue est fort simple, elle s'appelle Paulette, j'y peux rien. Elle s'appelle Paulette, elle est plus ou moins persécutée dans sa famille, donc elle souhaite faire un mariage pour être libre. Elle se marie, elle se rend compte évidemment qu'il y a les liens du mariage, comme on pourrait dire, et donc elle cherche à divorcer. Alors il y a tout truc qui tourne autour de Naquet. Elle réussit à divorcer, et à peine divorcée, elle se dit qu'elle était plus libre quand elle était mariée, et donc elle se remarie avec celui dont elle vient de divorcer. C'est ce qui s'appelle un roman sur rien. Et par rapport à la question, évidemment, de la condition féminine, ça n'est pas du tout inintéressant. On est vraiment dans le compromis et dans le refus d'une certaine évolution. Les romans antisémites et anti-dreyfusards sont passablement intéressants aussi dans la mesure où dans le jeu idéologique qui est celui de Gyp, bien évidemment les femmes sont systématiquement du mauvais côté, c'est-à-dire dreyfusistes, et les hommes du bon côté, c'est-à-dire anti-dreyfusards. Il y a une répartition des pôles de la narration qui sont tout à fait de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans les romans de Gyp, les femmes sont gouvernées par leurs affects, par un irrépressible besoin d'argent, qu'elles sont influençables, qu'elles sont présentées systématiquement comme des sottes qui se contentent, sans bien le comprendre, de commenter les grands et surtout les petits événements du monde qui les entoure. C'est évidemment des romans qui n'ont strictement rien de féministe. Vous venez de retrouver dans ma bouche les grands traits finalement de la misogynie fin de siècle que Gyp semble épouser. Deux manières d'écrire ces romans sentimentaux et ces romans d'actualité, ce qui va faire les plus grands succès de Gyp, qui est l'utilisation du roman dialogué, extrêmement proche de la scène, et il y aura des traductions scéniques. Willy sera d'ailleurs le carcassier, c'est-à-dire celui qui va remettre en forme un des textes de Gyp pour le porter sur la scène. Alors là, vraiment, j'ai mis etc., parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, que ça représente une part de son œuvre. Alors pourquoi le roman dialogué ? Pour des raisons très simples, parce que ça s'écrit vite, parce que c'est bien payé, vous êtes payé à la ligne, et quand vous faites un dialogue, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la ligne. Donc évidemment, là, il y a un petit peu de filouterie dans cette affaire qui est assez sympathique, enfin peut-être, et par ailleurs, ça se vend bien. Donc il n'y a pas de souci de cet ordre. Et alors voilà, on est dans des personnages qui n'ont aucune psychologie. Ils sont uniquement constitués par ce que l'on dit d'eux dans le cadre de ces dialogues. Et donc surtout des personnages féminins. Deuxième veine, qui est peut-être plus intéressante et plus originale, c'est la veine des journaux fictifs. Alors elle en a écrit, je ne sais plus, là 5 ou 6. Là je crois qu'ils sont tous. Alors c'est assez intéressant, en particulier quand il s'appuie sur des affaires qui sont restées dans l'histoire, affaire du Panama ou affaire de diverses concussions républicaines ou affaire Dreyfus. C'est des romans où elle invente une forme d'écriture qui est une forme d'écriture en léger différé. Le journaliste écrit en direct, le romancier est souvent écrit en long différé, si je puis dire, et elle va écrire
un jour, 2 jours après les événements. Alors ça, c'est très très intéressant parce qu'on a un regard qui est un regard intermédiaire par rapport à celui qu'on peut avoir sur tel ou tel événement. Et toute antisémite et antidreyfusarde qu'elle fut, je trouve très intéressante la page où elle nous montre, page probablement écrite vers le 15-16 janvier 1898, où elle nous montre un homme et une femme lire « J'accuse ». La femme étant totalement bouleversée, totalement acquise à la cause dreyfusarde, et l'homme disant « c'est un beau morceau de rhétorique ». Des hommes lisent des livres, les femmes lisent les journaux. Qu'est-ce qu'elle fait, Gyp? Vraiment 2 minutes. Elle essaye de définir finalement son époque, et je prends 2 titres, encore une fois, s'étant toujours à la même facilité. Qu'est-ce que c'est que la belle époque pour Gyp? C'est l'âge du toc, c'est l'âge du mufle, c'est l'âge du clinquant, du faux-semblant, de l'hypocrisie, du mensonge, c'est l'âge d'une certaine perte de sociabilité et de civilité qui existait dans une France d'autrefois, dont Gyp a le regret. France qu'elle essaye de faire revivre autour d'elle, puisqu'elle tient salon dans sa demeure voisine de celle de Maurice Barrès, boulevard Bineau, à Neuilly. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Eh bien, finalement, elle nous montre des romans du Potin. C'est très drôle qu'elle ait été dans les vignettes Félix Potin. Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est des romans où l'on bavarde, c'est des romans où l'on dit des journaux, c'est des romans du bobard, c'est des romans de la rumeur. C'est des romans de la circulation de la parole, là où on attend de l'action. C'est des romans surtout de la circulation de l'argent, là où on attend des positions définies. C'est des romans qui sont contre toute forme de mobilité sociale, donc profondément anti-républicain, ce qui explique, me semble-t-il, l'antisémitisme de Gyp. Qu'est-ce que le juif pour Gyp? C'est celui précisément qui représente la mobilité sociale. Alors il n'y a pas de juifs pauvres chez Gyp, il n'y a que des juifs qui fréquentent les grands salons aristocratiques. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le juif? Il va acheter un titre de noblesse, où il va, par mariage, vouloir entrer, gangréner dans l'esprit de Gyp la bonne société. Et Gyp, je ne résiste pas à cette toute dernière image. Donc évidemment, ces romans ne se vendent plus après la guerre de 14. Donc on la voit avec son bonnet un petit peu ridicule et une robe que l'on imagine assez ample. Gyp, à la fin de sa vie, va continuer non plus à être la romancière de son temps, mais va devenir la mémorialiste de son temps avec cette série d'œuvres de nature donc personnelle et autobiographique. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.